mon général, c'est un grand plaisir, je devrais même dire un grand honneur de vous recevoir ce soir à la Procure et autour de votre livre, donc Entre-guerres, paru chez Gallimard il y a quelques semaines. Voilà, Général François Lecointre, vous êtes grand chancelier de la Légion d'honneur. Vous étiez de 2017 à 2021 chef d'état-major des armées. Et votre ouvrage aujourd'hui est un récit autobiographique, je dois dire très fort, très profond, dans lequel vous nous parlez de la réalité du soldat et finalement vous nous questionnez aussi sur notre rapport avec notre armée. Voilà, vous parlez de l'héroïsme, bien sûr, de la peur aussi, du dépassement de soi, du sens de l'action, de la solitude du combattant également. Et vous le faites avec une profonde humanité et une densité, je dois dire, à la fois très concrète et qui résonne aujourd'hui que la guerre, malheureusement, s'invite à nouveau à nos portes et finalement dans nos préoccupations existentielles et presque quotidiennes. Alors cette rencontre, elle sera animée ce soir par donc Caroline Tison, qui est libraire ici à la Procure et qui, mon général, vous a côtoyé à un moment de sa vie, elle-même engagée dans l'armée. Et nous aurons donc l'occasion de vous écouter dans cet échange pendant une demi-heure à peu près. Et nous prendrons 10 minutes pour prendre vos questions à la fin de cette intervention. Et à la fin de cette intervention, nous vous proposons, je crois que vous avez accepté de vous prêter à l'exercice et au jeu des signatures qui se dérouleront donc à l'entrée de la librairie, voilà, votre petite table, et nous vous demanderons de bien vouloir faire la queue pour faire signer votre ouvrage. Donc les ouvrages sont disponibles d'ailleurs à la caisse, donc juste à côté à l'entrée également, pour pouvoir le faire. Voilà, donc très bonne rencontre, très bonne soirée à tous. Et Caroline, je vous laisse la main. Vous choisissez de nommer vos mémoires Entre-guerres. Entre-guerres, c'est un titre qui fait référence à votre période passée voilà, sous les drapeaux en tant que soldat, une période assez particulière puisque vous commencez vos fonctions juste au sortir de la guerre froide et que vous les quittez quelques semaines avant que n'éclate la guerre en Ukraine. Vous avez donc choisi d'appuyer particulièrement sur l'importance de cette toile de fond, de cette période, sur l'importance qu'elle a pu avoir pour vous. Et si je ne me trompe pas, j'ai en tout cas imaginé, en tout cas je l'ai envisagé comme ça, que Entre-guerres, c'était peut-être aussi une référence à la temporalité particulière du métier de soldat, où vous vivez des temps de projection sur des théâtres d'opération, qui aussi avec le temps du retour, le temps de l'entraînement, qui sont des temps où vous vous entraînez en vue de votre objectif ultime, le combat, qui sont aussi peut-être des temps où vous pouvez relever la tête et prendre du recul pour réfléchir à ce que vous avez pu vivre en opération. Est-ce que vous pouvez revenir sur le choix de ce titre et sur ce que vous avez voulu souligner avec ce titre-là ? Oui, ça marche là, oui. D'abord, bonjour à tous, bonsoir et merci d'être là. Je suis très, très flatté et très heureux de rencontrer des gens que ce livre est susceptible d'intéresser. La première intention, c'est effectivement d'insister sur cette période que j'ai vécue. Et le titre, il est éventuellement un peu ironique, si vous voulez. C'est-à-dire que ce sur quoi je souhaite appuyer comme paradoxe, c'est le fait que nous étions dans une période où nos concitoyens ignoraient complètement la guerre, où ils pensaient même qu'elle était définitivement obsolète, comme une forme de barbarie oubliée dans le grand mouvement de progrès de l'humanité, et en particulier du monde occidental et des Européens spécialement, qui considéraient que cette fois-ci, après l'ultime tentative ou l'ultime risque qui avait été celui de la guerre froide, nous avions définitivement triomphé de cette barbarie qu'était la guerre. Alors qu'en réalité, nous soldats, j'ai des camarades de promotion qui sont là, nous avons vécu ces 40 années en permanence dans la guerre. D'ailleurs, j'ai un ami l'autre jour qui m'a fait remarquer qu'entre-guerres, si on en faisait un anagramme, ça pouvait dire 13 en guerre. Et en fait, c'est vrai que le paradoxe, c'est que la génération qui était avant nous, qui était la génération entre la fin de la guerre d'Algérie et la fin de la guerre froide, s'est préparée très activement à la guerre.
s'est entraîné avec énormément d'ardeur, de professionnalisme, de compétences, que la société entière se préparait à cette guerre parce qu'il y avait le service national, mais qu'ils ne l'ont jamais livré, et que nous avons livré des guerres dans un monde qui considérait comme une arrogance cette espèce de vision d'un monde occidental et particulièrement européen, d'une guerre définitivement rangée aux accessoires les plus barbares de l'histoire. Et nous, dans notre bonne conscience, dans ce sentiment de supériorité qui s'appuyait sur une morale que nous considérions comme universelle, qui peut être universelle, mais en tout cas, il faut essayer d'en convaincre les autres, s'appuyant sur notre puissance économique, s'appuyant sur notre supériorité technologique, s'appuyant en particulier, nous, Européens, sur l'idée que, après avoir traversé tant de guerres et avoir failli vivre une forme de suicide collectif, nous pouvions enfin dire au monde qu'il fallait y renoncer de façon définitive, s'appuyer sur le droit international qui est une norme que nous avions créée et que nous prétendions imposer au monde entier. S'appuyant donc sur tout cela, nous avons considéré que nous pouvions définitivement nous exonérer de la guerre. Et la réalité, c'est que notre vie quotidienne en opération, elle était faite de confrontation non seulement à la guerre, sous toutes ses formes, mais également à des gens qui vivant dans la dureté d'un monde pauvre, très brutal, considéraient, encore une fois, comme une forme d'arrogance, cette paix qu'on voulait leur imposer, qui était une domination qui nous garantissait définitivement la vie heureuse et luxueuse, et qui les enfermait, eux, dans une forme de pauvreté. Et qu'évidemment, ce renoncement à la guerre leur est apparu au bout d'un moment, et à partir du moment en particulier où nous n'avions plus les moyens de la livrer, comme l'aveu d'une faiblesse, au moins d'une hypocrisie et certainement d'une faiblesse. Voilà ce qui, moi, m'a beaucoup marqué dans cette vie que j'ai vécue comme mes camarades d'actions répétées. Mais c'est surtout en prenant le recul et en voyant cette guerre revenir non pas dans les relations internationales, parce qu'elle n'a jamais cessé d'y être, mais simplement revenir à la conscience des Français et de nos sociétés européennes, que j'ai mesuré à quel point il était urgent de leur dire que la guerre avait toujours existé et de leur dire que, contrairement à ce que dit Albert Cohen dans Belle du Seigneur, ça n'est pas une babouinerie. Voilà, ça n'est pas qu'une babouinerie. Et peut-être qu'on y reviendra, mais que ce qui me frappe, cette espèce d'aveuglement de nos sociétés, je dis européen parce que les Américains n'ont jamais eu un tel aveuglement. En réalité, les États-Unis n'ont pas renoncé au maintien d'une domination par la force, par la puissance. Mais nous y avons renoncé. Ce que je veux dire, c'est que, au-delà de ce que je viens d'analyser, qui conduisait à penser que la guerre était définitivement obsolète, il y a eu une forme de condamnation morale du métier de soldat. Il y a eu une forme de condamnation morale insidieuse du combat même. Voilà, qui, c'est ce que je dis dans l'avant-propos, conduisait peut-être parfois à considérer le soldat comme la part la moins évoluée de l'humanité. Voilà. Une sorte de dédain, dire bon, il en faut, d'accord. Mais alors le paradoxe, c'est que, on m'a fait la remarque hier, c'est qu'il y avait à la fois ce dédain et en même temps, mais c'est de plus en plus vrai d'ailleurs, une forme de révérence pour l'armée, pour l'institution militaire qui représente quelque chose de droit, de solide, de discipliné, qui incarne l'État. Et donc, mais ce paradoxe n'empêchait pas malgré tout qu'on considérait que c'était sale et que donc le soldat, forcément, s'il faisait ça, c'était par défaut, parce qu'il ne pouvait pas faire autre chose. Et ce dont je veux témoigner dans ce récit, c'est qu'on peut faire la guerre en respectant sa dignité, en respectant la dignité des autres, et qu'en observant la façon dont nos soldats combattent, nos soldats français, on a au contraire beaucoup de vertus dont on peut s'inspirer dans la vie de nos sociétés, dans la vie civile. Et que ces vertus, elles sont magnifiques, parce que ce ne sont pas des vertus artificielles, ce ne sont pas des vertus hors sol, ce sont des vertus pratiquées, et pratiquées parce que le combat nous confronte à une dureté qui ne peut être surmontée dans la dignité que si on pratique ces vertus. Oui, merci mon général. C'est très éclairant, et on en reparlera certainement un peu plus tard. Est-ce qu'on pourrait revenir pour démarrer sur votre vocation ? Votre vocation à ce métier des armes, elle s'inscrit dans une
dans une lignée qui vous précède. Au-dessus de vous, vous avez 3 générations d'hommes qui sont morts pour la France. Vous parlez de la figure de votre père. Vous avez évidemment encore plein d'autres militaires autour de vous dans votre famille, dans votre entourage. Vous avez des lignes très marquantes quand vous parlez de la figure de votre jeune oncle Élie, qui est mort à 33 ans en Algérie et qui pour vous apparaît vraiment comme, dans vos jeunes années, comme une figure contrastante. Est-ce que vous pouvez revenir pour nous sur votre vocation? Est-ce que vous pouvez aussi nous expliquer en quoi cette figure a su ouvrir pour vous des possibles que d'autres hommes n'avaient pas su faire, ou en tout cas pas de la même manière pour vous? Alors d'abord, il n'est pas mort à 33 ans, mais à 23 ans. Tout jeune marié, et son épouse attendait un enfant, et elle a fait une fausse couche. Donc il y a eu ce drame-là en plus. Et d'ailleurs, elle était venue après vivre chez ses beaux-parents, chez les parents, donc chez mes grands-parents, qui l'avaient recueillie. Et puis d'ailleurs, plus tard, elle a épousé un autre officier qui a eu les pieds gelés en Algérie. Je ne raconte pas du tout ça dans mon livre, mais je vous le dis. Et qui est mort beaucoup plus tard d'une gangrène, qu'il avait hérité de ça. Voilà. En fait, d'abord, la première chose, c'est que je suis d'une lignée militaire de tous les côtés, mais que je n'ai plus personne dans mon entourage familial qui soit dans les armées. Et donc, ça me questionne. C'est-à-dire que j'ai toujours pensé, en tout cas, j'ai pensé au début, quand j'ai choisi de faire le métier des armes, d'abord, j'ai choisi de faire Saint-Cyr, parce qu'il y avait la figure de cet oncle, j'y reviendrai, mais aussi parce que j'étais nul en maths. Et que donc, voulant être officier à tout prix, je ne pouvais pas faire l'école navale. Bon. Et donc j'étais heureux de faire Saint-Cyr. Mais j'étais surplombé par ces figures familiales, celle de mon père d'abord, qui était une personnalité très forte, très puissante, qui était sous-marinier, qui a commandé un sous-marin nucléaire lanceur d'engins, qui est mort au moment où j'entrais à Saint-Cyr. Et puis celle des ancêtres de cette lignée qui, me semblait-il, depuis toujours, avaient servi la France, servi leur pays par les armes, et s'étaient illustrés dans différentes guerres. Et je ne savais pas si je pourrais être à la hauteur de cette vocation-là, et si je pourrais être à la hauteur de ce qui me paraissait constituer le comble d'une vie réussie, qui était l'honneur, et en particulier la façon dont mon oncle est mort, et je ne savais pas comment il était mort d'ailleurs, mais qui était mort au champ d'honneur. Pour moi, c'était extraordinaire. Et qu'en réalité, je doutais de ma capacité à le faire, mais que cet oncle Élie, là, on avait cette photo de lui, avec accroché sur le cadre dans lequel était sa photo, sa Légion d'honneur et sa croix de la valeur militaire avec ses citations, et que c'était un homme qui avait l'apparence de la jeunesse, de la fragilité, de l'humour, et que cette fragilité-là, qui transparaissait dans son sourire, dans son humanité, faisait que, pour moi, puisqu'il avait été un héros, l'héroïsme était sans doute quelque chose auquel je pouvais prétendre. Peut-être pas l'héroïsme, mais en tout cas le courage d'aller à la guerre. Voilà. Et donc j'ai cru jusqu'au moment où je suis arrivé au Prytanée, et puis ensuite au début à Cyr, mais rapidement non, que c'était cette lignée familiale qui m'amenait là. Et puis ensuite j'ai rencontré des camarades qui avaient le même idéal que le mien, la même ambition, et qui n'étaient pas du tout de lignée militaire, qui n'avaient parfois aucune référence militaire dans leur famille, et puis à Cyr aussi, et ensuite chez mes soldats, la même envie de servir leur pays, la même envie de se prouver à eux-mêmes quelque chose en se confrontant à une dureté, à une difficulté, en essayant de se hisser au-dessus d'eux-mêmes. Et j'ai compris que c'était ça qui était au cœur de cette vocation. C'est en cela que mon oncle Élie avait été une sorte de marche qui m'avait permis d'oser espérer me dépasser. Et je pense que c'est ce qu'est toute vocation, en réalité. C'est l'incertitude de soi qui pousse à vouloir se confronter à quelque chose de difficile en espérant le dépasser et se prouver quelque chose. Voilà. Voilà ce que je peux dire sur la vocation. Et donc je considère que le fait que j'ai été d'une lignée militaire, sans doute m'a en tout cas mené par ces voies-là et par la voie de ces exemples à choisir ce métier des armes,
mais que ce n'était pas ça le ferment profond de cette vocation. C'était l'inconfort de soi et la volonté de se dépasser. Ouais. En effet, c'était le sens de ma question suivante. C'est de, vous le dites, vous êtes confronté à d'autres vocations. Parfois, vous avez été un peu déconfit, un peu surpris, voire un peu déçu en vous rendant compte que les motivations pouvaient être l'envie de cohésion, la camaraderie, la volonté de voir du pays, que sais-je. Et puis finalement, vous vous êtes rendu compte qu'en fait, il s'agissait de choisir l'obéissance pour vous, comme pour les autres, pour aller ensemble vers quelque chose de plus grand. Est-ce que choisir d'être soldat, c'est choisir de renoncer à sa liberté ? Alors là, vous posez une question très large, sur laquelle je pourrais disserter pendant des heures, sur l'exercice de la discipline et du commandement dans les armées. Il se trouve que quand j'étais jeune officier supérieur, je suis sorti de l'école de guerre, le général Torette, qui était le chef d'état-major de l'armée de terre à l'époque, m'a demandé d'écrire un texte sur l'exercice du commandement, qu'on a appelé exercice du commandement dans l'armée de terre, commandement et fraternité, ce qui n'est pas neutre. Ce qui me frappe, et ce qu'on apprend très tôt, quand on est à Cyr d'ailleurs, et qu'on apprend à donner des ordres militaires. Et les ordres militaires, c'est des ordres au combat. Et la première chose qu'on apprend, qui est un peu compliquée à apprendre, très honnêtement, j'ai mis un certain temps avant de le comprendre, c'est l'ordre initial. Vous partez à la guerre, vous êtes chef de section, vous allez partir pour 2 jours, et vous donnez un ordre initial à vos soldats, à vos chefs de groupe. Et ensuite, quand vous êtes capitaine, vous faites la même chose pour vos chefs de section. Quand vous êtes colonel, vous faites la même chose pour vos capitaines. Et quand vous êtes général, vous faites la même chose pour vos colonels. Et cet ordre initial, en réalité, contrairement à ce que tout le monde imagine, ça n'est pas du tout une succession de tâches. C'est un exposé des motifs. C'est-à-dire que dans l'ordre initial, on commence par dire toutes les raisons qui nous ont conduits à analyser l'ennemi comme cela, à comprendre la mission que nous avions reçue comme ceci, à imaginer le déroulement de la manœuvre de l'ennemi de telle manière, à spéculer sur ce que pourrait être son objectif, et à dire je traduis donc moi la mission que j'ai reçue, pas l'ordre, la mission que j'ai reçue, de cette manière-là, et je pense que si j'atteins tel objectif à tel moment, je pourrais effectivement remplir ma mission, et donc je vais à chacun de vous fixer une mission. Donc vous voyez que déjà, il n'y a jamais d'ordre qui soit donné sans qu'on fasse l'effort d'expliquer la totalité du raisonnement qui nous a conduit à proposer en réalité telle chose. Ça, c'est quelque chose d'absolument ignoré en dehors de l'armée. C'est magnifique. Je pense que d'ailleurs dans toutes les entreprises et dans tous les établissements de l'éducation nationale et que sais-je encore, on devrait commander de cette manière-là. Mais surtout, une fois que vous avez fait ça, vous donnez ce qui est un brouillon d'ordre, ce qu'on appelle une conception, à vos subordonnés. Pour qu'eux puissent vous dire ce qu'ils comprennent ou ce qu'ils ne comprennent pas dans ce que vous leur avez dit. Et qu'ils puissent vous apporter la contradiction. En disant, bah, écoutez, oui mon colonel, oui mon général, j'ai bien reçu ça, mais là je ne comprends pas, là je pense qu'il y a une incohérence, et que la mission que vous me confiez, si on me la confiait plutôt de cette manière-là, ce serait mieux fait. Et donc il y a ce qu'on appelle un dialogue de commandement. Alors, il n'est pas toujours facile à faire, il faut du temps pour ça. Et c'est une des grandes difficultés du combat moderne, c'est qu'on sait que plus on gagne dans les délais, et plus on décide vite, plus on aura un avantage sur l'ennemi. Mais ce temps, il faut le prendre, et on le prend. Et une fois qu'il est pris, il incite bien sûr, et l'exposé des motifs qu'on a fait incite à la contradiction. Une fois qu'on a fait cet exercice de dialogue de commandement, intervient la chose la plus incroyable pour un civil et la plus difficile à admettre pour un militaire, c'est ce qu'on appelle la discipline intellectuelle. C'est-à-dire que même si vous considérez que ce que votre chef vous demande est absurde, et que par ailleurs vous n'avez pas réussi à le convaincre de ce que c'était absurde, et que votre chef vous a dit « j'ai bien entendu ce que vous me dites, mais pour des raisons supérieures, je maintiens mon ordre. Je maintiens la mission que je vous ai fixée dans les termes dans lesquels je vous l'ai fixée. » Eh bien, même si vous considérez que c'est absurde, vous devez mettre en œuvre cette mission et mettre en œuvre cet ordre de façon aussi rigoureuse que si vous étiez persuadé de son bien fondé. Voilà. Mais vous voyez qu'on ne peut exiger cette discipline intellectuelle, qui est une qualité essentielle dans les armées, que si on a laissé le temps à la contradiction, et plus encore que laisser le temps, que si on a offert la possibilité de la contradiction parce qu'on présentait les raisons qui ont conduit à définir telle mission ou tel ordre. Voilà, donc l'obéissance dans les armées, c'est d'abord ça. Et vous voyez que c'est quelque chose de beaucoup plus complexe que ce qu'on imagine, mais qui est indispensable parce que ce qu'on demande aux gens, c'est quand même quelque chose d'extrême dans lequel ils vont s'exposer terriblement et qu'il faut
respect pour eux et dans l'espoir de réussir la mission, leur offrir cet espace. Ensuite, il y a deux autres choses. Parce que tout découle et procède du combat dans les armées, évidemment. Tout devrait découler et procéder du combat. La première chose, c'est ce que nous avait dit à mes camarades de promotion et à moi-même le général Lagarde, qui était ancien chef d'état-major de l'armée de terre quand nous étions jeunes Saint-Cyriens. Il était venu nous faire une conférence sur le commandement et il nous avait dit cette chose que je ne cesse de citer depuis. Il nous avait dit l'initiative aujourd'hui, l'initiative au combat est la forme la plus élaborée de la discipline. L'initiative au combat est la forme la plus élaborée de la discipline. C'est-à-dire qu'en réalité, le combat, c'est une confrontation de volonté. Et même si vous êtes très intelligent, même si l'exposé de vos motifs est très convaincant, même si vous avez parfaitement spéculé sur ce que voudrait faire l'ennemi, en réalité, vous n'êtes jamais assuré dans le déroulement du combat que les choses se passeront comme vous les avez prévues. Parce que l'ennemi, lui, va adapter en permanence son comportement, quel que puisse être son objectif, que vous avez pu bien ou mal déceler, au comportement de vos soldats et aux vôtres. Et que donc, il faut laisser à chaque niveau l'initiative qui permettra de s'adapter à cet imprévu, de s'adapter à cet inattendu, et donc de faire preuve d'intelligence. Et vous ne faites preuve d'intelligence sans vous écarter de l'objectif que si vous avez été convaincu par une démarche intellectuelle du bien fondé de cet objectif, ou si vous avez compris ce qui amenait à cet objectif qu'on vous a fixé. Donc, vous voyez bien que ça nécessite une forme de commandement et une forme d'obéissance qui est très particulière. Et puis ensuite, j'ai un vieil ami qui s'appelle Armel Huette, qui est un sociologue rennais, qui m'a dit un jour, l'éthique, c'est l'espace incontournable de la liberté du soldat. C'est-à-dire que quoi que vous fassiez, quoi que vous vouliez, aussi forte que soit votre volonté, de toute façon, il y a un moment où il faut que le soldat à qui vous demandez de tuer accepte de tuer. Et donc, il faut qu'il accepte de risquer sa vie. Et donc, il faut que ce questionnement soit surmonté par une légitimité suffisamment forte pour qu'il accepte de commettre cet acte. Et donc, que ce soit pour des raisons éthiques ou pour des raisons de simple efficacité, on laisse toujours une marge de liberté aux échelons subordonnés. En tout cas, dans la doctrine française et dans le modèle français militaire. Et ça me rappelle une chose, c'est-à-dire que je discutais tout à l'heure avec un journaliste de ces sujets-là. La France est une grande nation militaire. Là aussi, dans cette entre-guerres, on l'a oublié, puis ça n'intéresse plus les gens. La France est une grande nation militaire. Elle a été forgée par les armes. Elle a un passé militaire admirable. Tout dans Paris et tout dans vos villes, nos villes, nous rappellent que nous sommes une grande nation militaire. Allez de l'école militaire aux Invalides en passant par le Louvre, vous avez d'abord des fondements militaires. Voilà. Nous sommes une nation marquée par son histoire militaire. Et cette grande nation militaire, une partie de sa culture est profondément imprégnée de cette réalité militaire. Et je pense que c'est une chose qu'il faut qu'on rappelle aux gens. Parce qu'aujourd'hui, cette dimension militaire, cette culture nationale militaire propre, qui n'a rien à voir avec la culture militaire russe, qui n'a rien à voir avec la culture militaire américaine ou d'autres cultures, elle fait partie de notre culture nationale et elle imprime sa marque dans cette culture nationale et elle permet de comprendre énormément de choses. Et je pense qu'à une époque où on va devoir se reconfronter à la violence, où on doit se reconfronter à cette nécessité d'accepter d'aller à la bataille, il est important de se rappeler cette dimension de la culture militaire nationale française. Parce qu'elle est très différente de la culture américaine, en particulier, parce que les Américains, ils ont une culture qui est complètement issue de la guerre de sécession, qui est une culture d'anéantissement de l'autre, d'éradication. Voilà, c'est les colonnes de Sherman qui vont ravager le sud américain, et qu'il y a cette violence dans la culture américaine qui provient de la guerre de sécession, qui est l'acte fondateur de la nation américaine, et qui se traduit aujourd'hui dans la façon dont ils combattent, dont ils vont à la guerre. Voilà. Donc je pense, pardonnez-moi, je me suis égaré, mais c'est important de savoir ce que c'est que cette culture militaire. Et vous voyez que cette culture militaire, dans la façon de commander, dans la relation aux subordonnés, elle est très importante parce qu'elle est très, très, très française. Et moi, je la trouve assez belle, en fait. Voilà. À travers ce que vous nous dites, on perçoit la question du sens qui est au cœur de votre ouvrage. C'est la question qui vous a poursuivi lorsque vous avez été sur tous les terrains qui ont été les vôtres.
que ce soit en Afrique. On pense particulièrement à la Bosnie, au Rwanda, où vous faites face à cette contradiction qui souvent apparaît comme très tendue et insoluble de la tension entre le temps du politique, avec ses ambitions court-termistes, et puis son manque surtout de vécu de la guerre sur le terrain. Est-ce que vous vivez, vous, réellement au contact du terrain, au contact des populations, au contact de cet engagement ? Cette question du pourquoi, elle est centrale. Voilà, quand vous êtes confronté à ces situations-là, qu'est-ce qui pour vous a pu avoir du sens et à quoi ça sert d'être militaire, y compris aujourd'hui? À quoi ça sert? Pas grand-chose sûrement, mais en fait la question du sens, vous la posez parce que être militaire, c'est mettre en œuvre la violence, mettre en œuvre la force, de manière délibérée, pour tuer, ou jusqu'à tuer. Alors il faut la maîtriser, cette force, mais c'est ça l'objectif. C'est ce que tout le monde oublie. C'est ce qu'on rappelle à nos jeunes officiers, parce que parfois on n'a pas compris quand on est à Saint-Cyr. Et vous demandez même à des jeunes officiers qui préparent l'école de guerre, qu'est-ce qui fait que vous êtes militaire? Je suis prêt à donner ma vie pour mon pays. Mais non, en fait. Parce qu'un pompier, c'est prêt à donner sa vie pour son pays. Il n'y a pas que les militaires qui sont prêts à donner leur vie pour les autres. Militaire, c'est bien plus que cela. C'est une exigence beaucoup plus forte. C'est que le soldat est prêt à tuer sur ordre pour une cause qui le dépasse et qui est une cause qui dépasse même, qui est une cause de la nation, de sa patrie. Voilà. Et c'est ce qu'il faut rappeler aux gens. Et donc, vous ne pouvez pas être confronté à cette obligation qui vous est faite de transgresser le tabou absolu de la mort sans vous poser la question du sens et de la raison pour laquelle vous le faites. C'est ce que je rappelais sur cette éthique qui est l'espace incontournable de liberté du soldat jusqu'au plus petit niveau. Alors évidemment, il y a plusieurs difficultés. La première difficulté, c'est que pendant toutes ces années d'entre-guerres, on a eu la tentation, puisqu'on considérait que la guerre n'existait plus, d'abord de réduire les armées, bon, ça à la limite, et d'en faire une sorte d'instrument d'expédition extérieure. Voilà. Mais plus un outil qui allait devoir livrer la guerre et donc mettre la force en œuvre de façon délibérée. Il faut que j'y revienne d'ailleurs, parce que, pardonnez-moi, mais c'est ce qui fait que les armées n'ont rien à voir avec la gendarmerie et la police. C'est ce qui me met en rogne quand j'entends des gens faire des commentaires sur l'engagement des armées sur le territoire national. Voilà. Parce qu'un policier ou un gendarme, ça n'ouvre le feu qu'en situation de légitime défense. Parce que dans nos sociétés, Dieu merci, démocratiques et développées, on considère que la chose la plus absolue et la plus sacrée, c'est la vie humaine. Et donc on considère que rien ne justifie, sauf le fait de sauver une vie, d'éventuellement prendre une vie. Et donc on réduit la possibilité d'ouverture du feu d'un gendarme et d'un policier, qui sont là pour rétablir ou faire respecter un ordre qui, malgré tout, n'est pas une cause supérieure à celle de la préservation de la vie humaine. On limite donc la possibilité d'ouverture du feu pour un policier et un gendarme à la légitime défense élargie à celle des personnes qui sont autour de lui. Mais jamais un policier ou un gendarme ne peut ouvrir le feu de façon délibérée sur quelqu'un. Voilà. Donc vous voyez bien que cette question, elle se pose de façon très immédiate quand on est face à cette obligation qui nous est faite de remplir notre fonction, de faire notre métier, d'aller au bout de notre vocation. Mais comme on avait oublié que la guerre était nécessaire ou qu'elle devait être livrée, nos politiques qui avaient gardé un outil, malgré tout, qui était cet outil militaire, l'ont utilisé pour des justifications qui étaient parfois pas évidentes. Alors moi, j'en retiens deux principalement. Je me souviens un jour d'avoir eu un échange avec Mme Cantos-Perber qui écrivait des choses sur ces sujets-là, qui m'avait dit, mais est-ce que vous ne considérez pas que se battre pour le rétablissement de la démocratie ou pour la démocratie est une bonne chose? Non. Non, j'en sais rien. Je ne trouve pas que la démocratie en soi soit une cause suffisante pour aller tuer des gens. Voilà. Et je lui ai dit, vous savez, nous, quand on était à Cyr, on étudiait Gaston Boutoul, le traité de polémologie. Lui, il définit la guerre comme une lutte armée et sanglante entre groupements organisés. Donc, est-ce qu'une lutte armée et sanglante pour le rétablissement de la démocratie ou l'établissement de la démocratie, c'est suffisant? Est-ce que ça crée un fondement, une base de légitimité suffisante? Je n'en suis pas certain. Ensuite, se battre pour le rétablissement du droit international.
peut-être, mais le droit international en soi, ça ne suffit pas. Voilà. Ensuite, il y a eu quelque chose de plus terrible encore, qui étaient les interventions d'humanité qui devenaient des interventions d'émotion. C'est-à-dire qu'en réalité, on se battait parce que l'opinion publique française réagissait devant des choses terribles. Voilà. Devant, en particulier, la misère au Rwanda, le génocide rwandais, mais avant la misère en Somalie. Voilà. La famine en Somalie, ça fait réagir les gens. Et ils disent, on va donc envoyer nos soldats. Et d'ailleurs, on envoyait les soldats parce que, comme on ne sait pas quoi faire, mais qu'il faut donner des gages à cette émotion de l'opinion publique nationale, on va envoyer des soldats. Et ça marque la volonté politique de participer à une action qui souvent est une action multinationale. Sauf que, une fois qu'on a envoyé des soldats et que le soldat se retrouve là pour répondre à une sollicitation de l'émotion de l'opinion publique, eh bien, il est souvent très désemparé. Parce qu'un soldat, ça a besoin d'ennemis, ça a besoin d'une cause, et la cause humanitaire n'est pas suffisante pour justifier qu'on aille tuer des gens. Je suis désolé. Et que c'est très difficile, même si vous savez ce qui est le bien et ce qui est le mal, de définir en plus, quand vous êtes dans ces engagements-là, celui qui est gentil et celui qui est méchant. Parce qu'il n'y a pas de gentil et pas de méchant. Il y a des gens désespérés, il y a une misère terrible, il y a de la violence, il y a de la barbarie, il y a de la sauvagerie. Chacun se considérant comme légitime à déclencher cette sauvagerie. Et donc, ce qui est très difficile, c'est que vous pouvez avoir, au bout d'un moment, votre compréhension brouillée. Parce que vous êtes poussé par l'émotion publique internationale et surtout nationale. Que quand vous êtes en opération extérieure, vous n'êtes pas coupé de cette émotion. Vous passez votre journée à écouter RFI, ou tous les matins vous écoutez RFI. Vous écoutez aujourd'hui, à l'époque c'était RFI parce qu'on ne pouvait pas écouter France Inter ou d'autres radios, mais aujourd'hui vous écoutez toutes les radios. Donc vous avez à longueur de temps les états d'âme et l'émotion et l'indignation de vos concitoyens. Bon. Et donc vous finissez par choisir un camp, qui est celui d'être le porteur d'armes qui va venger l'émotion de nos concitoyens. Donc je raconte ça en particulier sur le Rwanda, où quand nous sommes arrivés au Rwanda, nous n'avons vu aucun milicien Interahamwe. Or, on nous avait dit, et depuis que M. Juppé très vite avait dit c'est un génocide, on nous abreuvait d'images et de commentaires sur c'est un génocide, c'est des gens qui sont en train de se faire massacrer, c'est épouvantable, et il y a d'horribles tueurs Interahamwe, miliciens qui sont là et qui tuent les gens. Bon. Très bien, on arrive là-bas, et là on est accueilli par une population en liesse qui dit vous êtes nos libérateurs, donc on dit on ne vient pas vous libérer, on vient faire cesser les massacres. Et on dit il n'y a pas de massacreurs, ça n'existe pas. Et moi les miliciens ils ne sont pas arrivés avec des armes pour massacrer les gens devant nous, c'était impossible. Et donc on était assez frustrés. On a commencé au bout de quelques jours à avoir du renseignement par des prêtres qui venaient nous dire c'est épouvantable, on a laissé faire des choses atroces, on voudrait se rattraper, on sait où il reste encore quelques Tutsis vivants. Il y avait des enfants qui pouvaient être sauvés, il y avait quelques Hutus qui avaient pris sous leur protection des enfants. Il y en avait d'autres qui savaient qu'il y avait des jeunes filles Tutsis qui étaient détenues comme esclaves sexuelles chez un voisin qui nous a dit voilà là. Et donc on a commencé à monter des opérations de récupération. Mais on n'avait jamais d'Interahamwe dans les mains. Et un jour, la population nous désigne un Interahamwe. Et c'était, c'est ce que je raconte dans ce livre, enfin j'y passe pas, je vous rassure, j'y passe pas des pages et des pages. Hein. C'était le lendemain d'un jour où, avec une de mes sections, nous avions dû réenterrer un charnier de bébés dont les corps affleuraient le sol. Et donc, le lendemain de cette affaire-là, on a passé une après-midi à faire ça. Et le lendemain, la population du village où était la section essaye de lyncher quelqu'un. Le chef de section m'appelle, me dit il y a un mouvement de foule, ils sont en train de lyncher un mec. Je lui dis tu t'interposes, j'arrive. J'arrive 20 minutes, 30 minutes après, et là, il y avait la population en colère autour du poste de la section. Je me fraye un passage dans la population, je rentre dans le poste de la section, et là, je vois ce soldat nu, en plein soleil, attaché, les bras levés et les jambes semi-fléchies, attaché par les pouces. Enfin, il y a des façons de commencer à torturer les gens. Voilà. Je vous passe les détails. Et là, le chef de section me dit mon capitaine, c'est un Interahamwe, c'est un de ceux qui a participé à la tuerie des bébés qu'on a réenterrés hier. Il faut qu'on l'exécute. Il faut qu'il cherche à s'évader et on va l'exécuter. Voilà. Et à ce moment-là, ça m'a paru légitime. Et je me suis dit, mais oui. Voilà.
Et puis vite, j'ai dit, mais en fait, non, vous êtes fous, on n'en sait rien. On n'en sait rien. On ne va pas simplement parce qu'il y a eu un mouvement de foule et que les types nous disent que. Et même si c'était vrai, nous sommes soldats français, nous avons des règles d'habeas corpus, des règles de droit qui font qu'on n'exécute pas quelqu'un. Mais c'est vrai que parce que vous êtes porté par cette indignation de l'opinion publique, vous vous sentez légitime à faire ça. Et d'ailleurs, j'avais raconté cette histoire-là quelques années après, lors d'une conférence à la Sorbonne, et j'ai vu tous les gens qui étaient face à moi, comme vous, se dire « bah oui, ça aurait été normal qu'on le tue ». Bien non, en fait, c'est pas normal. Voilà. Donc, c'est le danger de cette absence ou de cette perversion, de cette déviation du sens de l'engagement. Et c'est ce que j'essaie de dire. Quand on décide qu'un soldat doit être engagé quelque part, c'est parce que éventuellement il aura à tuer, au risque de sa propre vie. Et donc on pèse très finement et très profondément les raisons de cet engagement. Et on ne peut pas faire n'importe quoi. Alors, je ne dis pas qu'on a fait n'importe quoi, mais en tout cas, quand j'étais chef d'état-major des armées, c'était un questionnement que j'avais en permanence avec le président de la République. C'était une question que nous nous posions tout le temps, voilà, pour éviter cette corruption des principes dont parlait mon père spirituel quand j'étais élève des jésuites. Voilà. Il avait une bonne formule d'ailleurs. Il disait « péchez si vous voulez, mais ne corrompez pas les principes ». Ce qui, de la part d'un jésuite spécialiste de la casuistique, est quand même assez marrant. Et ce déciment, cette façon que vous avez eue justement d'ouvrir les yeux sur toute cette complexité, il me semble qu'au final, vous la vivez dans une grande solitude, puisque le politique, évidemment, par essence, presque, si j'ose dire, ne peut pas l'entendre. Les médias non plus, vous en parlez, notamment en Bosnie. Voilà, ils évoquent une certaine ligne éditoriale qui a bon dos. La société, vous l'avez dit, cherche à mettre à distance cette barbarie qu'on aimerait bien classer une fois pour toutes comme étant archaïque, jusqu'à vos proches, vous le dites, jusqu'à votre famille. Et puis la note finale de votre ouvrage, sans la révéler pour ceux qui ne l'ont pas lu, mais voilà, est particulièrement éclairante sur cette grande solitude qui finalement est inhérente à la condition du soldat. Est-ce qu'aujourd'hui, votre geste d'écriture a quelque chose à voir avec une tentative de mettre à distance cette solitude-là? Je ne dirais pas qu'il y a une solitude, parce que précisément, ce sont des doutes qu'on partage entre soldats. Et donc, en permanence, on y réfléchit. Et voilà, quand vous êtes lieutenant, capitaine, colonel, vous vivez au milieu de vos hommes, vous êtes au combat avec eux, et tous les jours, la question se pose, et tous les jours, on en discute. Alors certes, le monde autour ne le comprend pas, parce que le monde autour a besoin de visions simples, assez manichéennes, et que quand vous êtes confronté à cette complexité des situations, vous voyez bien que vous allez avoir du mal à la partager à l'extérieur. Et que souvent, les médias, malheureusement, sont aussi adeptes de cette vision simple, et ont besoin de désigner des gentils et des méchants. Mais en réalité, il n'y a pas de solitude. Il y a au contraire, dans la famille militaire, une très très grande solidarité. Un partage incroyable d'ailleurs, et qui crée une fraternité extrêmement puissante. Je pense que c'est d'ailleurs ce qui fait que quand ensuite vous quittez ce milieu de la fraternité, vous êtes si désemparé. Je pense que c'est aujourd'hui une des difficultés quand on je ne veux pas parler du stress post-traumatique, des difficultés qu'éprouvent nos soldats quand ils rentrent, qui sont plus ou moins traumatisés par ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont fait. Et malgré tout, je pense d'abord que ces difficultés-là, ces choses qui vous taraudent pendant des années, toute votre vie, aucun soldat n'y échappe, et que ça a toujours existé. Mais qu'en 14-18 ou en 18, ça existait, mais vous aviez des anciens combattants partout, et des associations d'anciens combattants partout. Et en 1939-1945 aussi, et même après l'Algérie. Et donc les gens, là où ils vivaient, se regroupaient, créaient des associations d'anciens combattants et vivaient entre eux. Ils n'avaient même pas besoin d'en parler. Le fait de savoir qu'ils avaient partagé la même chose était suffisamment puissant pour que ça les soulage et que cette fraternité retrouvée leur permettait de surmonter ces difficultés. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus dur, et c'est ce pourquoi les armées essayent d'organiser des choses, mais c'est très difficile parce que dans une armée professionnelle où il y a peu de soldats, finalement les gens se retrouvent dispersés et n'ont pas cette possibilité de retrouver cette cohésion, cette fraternité qui est très très puissante et très 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 essentielle. Alors ensuite, oui, si j'ai écrit ce livre, c'est d'abord parce qu'on m'y a poussé.
Comment vous y avez été poussé? J'y ai été poussé par un ami qui s'appelle François Sureau, que vous connaissez certainement, et qui m'a dit il faut que tu écrives. Voilà. Et ensuite par l'éditrice qui m'a encouragé à le faire. Et puis, mais c'est difficile d'écrire, parce que j'ai essayé d'être le plus sincère possible, et puis j'ai essayé d'écrire bien. C'est le cas, c'est ça, réussi ça de a ce l'air côté-là. fastoche, mais c'est pas si fastoche d'écrire bien. Mes petits camarades de promotion qui sont arrivés, c'est la tchatch, c'est facile, parce que quand j'étais à Sierre, j'écrivais des tchatch fétides, mais en fait, c'est très compliqué d'écrire bien. Voilà. C'est pas simplement l'élégance d'une phrase, c'est la construction d'un récit. Voilà, mais j'ai trouvé que c'était un très bel exercice et qui m'a certainement servi aussi, et puis qui me permet de partager cela avec les gens. Et encore une fois, ce dont je souhaite vraiment témoigner, c'est, et je voudrais que vous compreniez, c'est que la bataille, c'est magnifique. Que la façon dont s'expriment les vertus du soldat, qui sont des vertus humaines, dans la bataille, dans le combat, c'est quelque chose qui est extraordinaire, qui n'avilit pas l'homme, au contraire. Parce que la force du collectif lui permet de surmonter la peur, de surmonter l'avilissement ou de l'éviter, de surmonter la lâcheté, et que ça, c'est de nature, je pense, à inspirer nos sociétés. Voilà. Et qu'une société armée, c'est une société qui c'est ce dont j'essaie de témoigner, sera une société plus forte, plus droite, plus courageuse, plus fraternelle. Vous parlez de l'exercice des vertus, vous parlez aussi de la dignité, vous dites qu'elle a une valeur politique. Vous évoquez l'héroïsme, vous dites, voilà, une fois le combat lancé, plus personne n'est héroïque, chacun fait son travail parce que sa vie en dépend, comme celle de ses camarades. Vous parlez du mouvement d'un corps unique qui aurait autant de membres que de soldats. L'analogie avec une certaine forme de transcendance, ici, je pense, ça n'échappera à personne. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Quelle est la place de cette transcendance dans votre expérience de soldat? Et comment est-ce que vous y inscrivez la question de la foi? Je n'ai pas très envie de parler de ça. J'ai pas très envie de parler de ça, je vais vous dire pourquoi. Parce que j'ai la foi, voilà. Je suis catholique pratiquant et pour moi c'est quelque chose d'essentiel. Lorsque j'étais au Prytanée, j'avais des fonctions dans le bureau de la promotion et j'avais dû rédiger pour nos jeunes un mémoire sur le parrain de promotion que nous leur avions choisi. Ce parrain de promotion s'appelait Cano, le commandant Cano. C'était un type, un officier magnifique, un très grand chrétien, qui, très brillant par ailleurs, qui fait la campagne de France. Pendant la campagne de France, il a des lettres qu'il envoie à sa famille, qu'on avait rencontrées, qui sont bouleversantes et dans lesquelles sa foi profonde s'exprime. Et puis ensuite, il rentre dans la résistance, il rentre dans l'organisation de résistance de l'armée, et très vite, il est rattrapé et il est déporté en Allemagne. Et puis il passe de Dachau à Auschwitz, je sais pas quoi. Enfin, il fait plusieurs camps et il finit par mourir dans le transfert d'un camp de concentration à un autre. Et on a des témoignages de ses camarades qui me sont donnés, dans lesquels tous disent cet homme avait une foi ardente, cet officier était d'un soutien extraordinaire pour tous à cause de cette foi ardente, etc. Et donc j'écris un mémo complet sur officier catholique. Voilà. Et le chef de corps du régiment m'appelle, du Prytanée m'appelle. Il me dit, écoutez, c'est très bien votre truc, c'est bien écrit, on y croit, mais vous ne pouvez pas dire ça. Vous ne pouvez pas laisser entendre à vos camarades qu'on ne peut pas être un bon officier si on n'est pas catholique et si on n'a pas une foi fervente. Voilà. Et donc j'ai revu mon texte, il me dit, vous ne pouvez pas cacher le fait qu'il soit catholique, puisque c'est aussi important. Mais voilà. De la même façon qu'on peut avoir la vocation sans être d'une famille de militaires, on peut être un soldat admirable, un héros, le plus généreux qui soit, sans avoir la foi. Et pour terminer, vous avez choisi de ne pas vous étendre dans votre ouvrage sur votre expérience de conseiller du politique. Qu'est-ce que vous pouvez néanmoins nous en dire à la lueur de ce que vous nous avez livré ce soir sur ce rôle-là? Est-ce que, en tant que conseiller, vous n'êtes pas là pour soit retenir la main du politique, qui n'a pas ce vécu de la guerre, ce vécu du combat? Est-ce que voilà, comment vous positionnez quand il peut être tenté d'être soit un va-t-en-guerre, soit à l'autre inverse,
qu'il est facilement tenté de reculer devant des décisions qui s'imposent. D'abord, je me suis arrêté au grade de capitaine, donc ce sera le livre suivant. Non, je plaisante, je vous rassure. Je n'infligerai pas ça 2 fois. Et ensuite, je n'ai pas été conseiller du président de la République. J'ai été chef d'état-major des armées sous son autorité, ce qui est différent. Voilà. Et donc, le sujet, c'est précisément ce que j'évoquais tout à l'heure sur ce dialogue de commandement. C'est-à-dire que vous contredisez le président de la République. Vous dites non, je ne suis pas d'accord, je pense que... Alors ça se passe parfois de façon très franche comme ça, mais au départ, de toute façon, dans la finalité d'une opération, dans les objectifs politiques qu'il définit, dans les propositions qu'on travaille avec un état-major complet qui fait des options, qui propose des options, il y a une analyse par le président de la République, qui en Conseil de défense est entouré également du ministre des Affaires étrangères et de la ministre des Armées. Et là, il y a une vraie discussion. Le président peut vouloir transformer les options que vous lui présentez dans tel ou tel sens. Et c'est à ce moment-là que s'engage vraiment la contradiction forte avec le président de la République. Ou pas. Mais au bout du compte, c'est la discipline intellectuelle qui joue. Ce que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez dit au président jusqu'où vous considériez qu'il ne fallait pas aller, ce qu'il ne fallait pas faire, les risques que nous prenions, la légitimité éventuellement difficile ou qui pourrait être remise en cause de notre action parce que les modes opératoires que nous choisissions pouvaient faire perdre la légitimité d'une action qui pourtant était sur le plan politique légitime, eh ben, au bout du compte, vous obéissez. Et c'est normal. Voilà. Mais je n'ai jamais eu de ces discussions très franches avec le président de la République sans que ça ne produise ses effets. Et je pense que les militaires sont formés comme ça. Je pense d'ailleurs que ça fait du bien au président de la République. Parce qu'il a enfin face à lui quelqu'un qui n'est pas un politique, qui n'est pas un conseiller, qui n'est pas un haut fonctionnaire et qui, parce qu'il a été formé toute sa vie à ça, et que par ailleurs, comme vous le dites, comme jeune officier, il a vécu des expériences de cette nature, eh ben, lui parle extrêmement franchement. Merci. Et enfin, juste à l'aune du contexte géopolitique d'aujourd'hui, pour terminer, comment est-ce que vous ancrez nos armées françaises, notamment à la lueur du contexte d'aujourd'hui et de ces 2 théâtres majeurs d'opération que sont l'Ukraine et Israël? Enfin, ce sont des guerres. Hein. Ce ne sont pas des théâtres d'opération. Les théâtres sont des guerres. Et par ailleurs, si ce sont des guerres, ce sont des guerres dans lesquelles nous ne sommes pas engagés. Écoutez, d'abord, je n'ai pas envie de commenter la situation actuelle. Il y a plein d'experts militaires qui le font. Moi, j'ai été chef d'état-major des armées, ce serait au chef d'état-major des armées de le faire. La seule chose que je puisse dire, c'est que j'ai l'impression, et c'est aussi pour ça que j'ai écrit ce livre et que je voudrais témoigner de ça, que les gens courbent les chines en disant « bon, allez, ça va s'arrêter à un moment ou à un autre ». Et donc, une fois qu'il y aura un cessez-le-feu, une paix même bancale en Ukraine, ce sera business as usual et on pourra recommencer comme avant. Et ce que je peux dire, c'est que ça ne se passera pas comme ça. Même si la guerre s'arrête dans 6 mois en Ukraine, les simples déséquilibres des arsenaux, ce dont j'essaye de faire prendre conscience, ce que je vous dis sur la réalité du monde, de gens qui ne renoncent pas au recours à la force et à la puissance parce qu'ils considèrent la guerre comme un recours légitime, ne cessera pas demain matin. Ce qui a été une période d'entre-guerres, très en guerre, hors du temps et hors de raison, c'est ce que nous venons de vivre pendant 40 ans. C'est ce dont nous sortons. Donc nous n'avons pas d'autre choix que de nous armer. Nous armer militairement, c'est un sujet difficile, parce que ça prend du temps, parce qu'il faut une remontée en puissance, parce qu'il faut faire des efforts collectifs, faire des choix. Vous ne pouvez pas reconstruire une armée avec 2% du produit intérieur brut consacré à la défense aujourd'hui. C'est comme ça. On se satisfait et on se félicite d'y arriver, mais on n'y parviendra pas avec 2% du produit intérieur brut. On ne parviendra pas, nous, Français tout seuls, à construire un système de défense crédible si on n'arrive pas à mutualiser des choses entre Européens en termes d'industrie de défense, etc. Voilà. Il faut qu'on renonce à la vassalisation par les Américains. Il faut que nous soyons dans l'OTAN des acteurs responsables qui prenions vraiment notre part du fardeau. Enfin, tout ça sont des sujets très importants. Je dis simplement, ça ne s'arrêtera pas dans 6 mois ou dans 2 ans, parce que la guerre sera terminée avec l'Ukraine. Ce n'est pas vrai. Nous sommes rentrés, nous sortons d'une phase
avec une bascule historique qui est là. Et on ne peut pas prétendre qu'on va y échapper. Voilà. Donc armons-nous psychologiquement, armons-nous moralement. Et je pense que le politique nous y incite. Quand le président de la République dit on ne peut pas exclure le fait qu'il faille demain engager des forces sur le territoire ukrainien, je ne juge pas. D'abord, je ne pense pas qu'il ne peut pas avoir dit ça sans avoir eu des échanges avec le chef d'état-major des armées, demander des planifications préalables, etc. Mais je dirais, je n'ai pas à le commenter. Mais ça a été très commenté sur le plan international comme une très grande maladresse. Moi, j'y vois un message à notre société. Posons-nous la question de nous engager dans des guerres. Qu'est-ce qui vaut de se défendre? Qu'est-ce qui vaut de se battre? Voilà. Donc je pense que c'est un début de prise de conscience qu'il faut prendre comme le signal de départ du nécessaire réarmement moral de notre société. Et encore une fois, on n'y perd pas sa dignité. Merci.